Madame. Vous êtes libre. Mais il faut que vous vous asseyiez. Votre fils est décédé. Je me souviens très précisément de cette phrase. Pas de la voix qui l'a prononcée, ni du visage de l'homme en uniforme. Mais de l'instant exact où le sol a cessé d'exister sous mes pieds. Libre. Ce mot venait d'être prononcé. Et déjà, il n'avait plus aucun sens. À quoi sert la liberté quand ce pourquoi on a tenu, survécu, résisté, n'existe plus? Je sortais de prison ce matin à la 10 à 7 mois. 10 à 7 mois à compter les jours sur un mur jauni, à apprendre à respirer dans un espace trop étroit pour les regrets, à répéter son innocence, comme une prière, qu'on finit par murmurer, plutôt que crier. J'avais tenu, parce qu'il y avait mon fils. Parce que un jour, je me répétais. Je le reverrai. Je sortirai, il serait là. Maladroit. Mort comment? On m'a parlé d'un accident. Une phrase courte. Trop courte pour contenir une vie entière. Trop nette pour être vraie. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai hoché la tête comme si l'on me annonçait un retard de train. Mon corps avait compris, avant m'être posé entre le monde et moi. Ils m'ont rendu mes affaires, dans un sac plastique. Mes clés, un carnet usé, une photo pliée. Sur la photo, mon fils avait encore ce sourire de travers qu'il faisait quand il voulait rassurer sans savoir comment. J'ai serré ce sac contre moi. Je n'avais plus que ça. Un sac et une absence. Dehors, l'air était trop large. Les voitures passaient. Les gens vivaient. Personne ne savait que je sortais de prison pour entrer dans quelque chose de plus étroit encore. On m'a proposé un café, un taxi, un numéro à appeler. Je n'ai rien pris. Je marchais. Marcheux était la seule chose qui me semblait encore possible. En prison, on m'avait souvent demandé ce qui me manquait le plus. Je répondais toujours la même chose, le bruit de ses pas. Mon fils marchait fort. On l'entendait arriver. Je savais désormais que je n'entendrais plus jamais ce bruit-là. Et cette certitude me coupait la respiration. Je me suis assise sur un banc. J'ai enfin pleuré, pas longtemps. Des larmes épaisses, lourdes sans bruit. Je ne pleurais pas seulement sa mort. Je pleurais tout ce que je n'avais pas pu lui dire. Tout ce que je n'avais pas pu être pour lui pendant ces mois, enfermé. Je pleurais aussi la honte. Cette honte tenace de mère absente, de femme accusée, de présence effacée. On m'avait condamné pour un acte que je n'avais pas commis. Une erreur. Une signature. Un dossier monté trop vite. J'avais cru que la vérité suffirait. J'avais appris qu'elle met parfois trop de temps. Et pendant ce temps-là, la vie continue, ou s'arrête. Quand je me suis levée, cette idée m'a traversée comme une lame. Mon fils, mon enfant, avait peut-être quitté ce monde avec cette image de moi. Une mère défaillante. Une femme condamnée. Je ne savais pas encore que cette certitude allait vaciller. Le lendemain, on m'a parlé de ses affaires. De ce qu'il restait. Un petit appartement. Quelques cartons. Rien de précieux m'a hâté à Andy. Je n'ai pas répondu. Les vies simples sont pleines de choses essentielles, que l'on ne voit qu'après. En vidant ses affaires, j'ai retrouvé des enveloppes, non ouvertes, à mon nom, datées de bien avant sa mort, des lettres que je n'avais jamais reçues. J'ai senti mon cœur se serrer d'une manière nouvelle, différente du chagrin. Quelque chose d'autre s'invitait. Une inquiétude, une dissonance. Pourquoi ces lettres n'étaient à elles jamais arrivées jusqu'à moi?
pourquoi mon fils écrivait à Yil autant. Et surtout, pourquoi certaines dates ne correspondaient à elle pas à ce que l'on m'avait raconté. Assise au milieu de ces cartons, j'ai compris que je n'étais pas seulement sortie de prison pour enterrer un fils. J'étais sortie pour comprendre. Comprendre ce qu'il avait découvert. Comprendre ce qu'il avait tenté de dire. Comprendre pourquoi sa mort, soudain, ne me semblait plus seulement tragique, mais troublante. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas baissé les yeux. La douleur était là. Immense. Mais derrière elle, une certitude commençait à naître. Mon fils ne m'avait pas tout dit. Et quelqu'un, quelque part, avait eu intérêt à ce que je ne sache jamais. Je venais de perdre mon enfant. Et sans encore le savoir, j'étais sur le point de retrouver la vérité. Avant la prison, il y avait une vie ordinaire. Si ordinaire qu'elle en devenait presque invisible. C'est souvent ainsi que commencent les tragédies, dans des existences sans éclat, mais pleines d'efforts silencieux. J'étais une femme simple. J'avais travaillé toute ma vie, sans faire de bruit, sans ambition tapageuse. J'avais élevé mon fils seul, après le départ de son père. Convaincue que l'essentiel n'était pas d'être parfaite, mais présente. Mon fils s'appelait Mathieu. Il avait grandi trop vite, comme tous les enfants qui comprennent tôt que la stabilité n'est jamais acquise. Il m'aidait sans qu'on le lui demande. Il savait lire mes silences, anticiper mes fatigues. Je me souviens encore de ses devoirs faits sur la table de la cuisine. Pendant que je préparais le dîner après une longue journée de travail, il levait parfois les yeux et me demandait « Ça va, maman ?» Je répondais toujours oui, par habitude, par protection, par peur de l'inquiéter. Nous n'avions pas grand à chose. Mais nous avions une forme de complicité tranquille. Les dimanches étaient à nous. Des promenades sans destination précise, des repas simples, des discussions sans enjeu. Je croyais que cela suffirait, que l'amour discret valait mieux que les grandes démonstrations. Je n'avais pas prévu que le monde, lui, ne se contente jamais de discrétion. Quand Mathieu est devenu adulte, il a voulu prendre son indépendance rapidement. Trop rapidement, peut-être. Il se disait qu'il ne voulait pas me peser. Cette phrase m'avait blessée, mais je l'avais laissé passer. Encore une fois, je confondais l'amour avec le renoncement. Je l'aidais quand je pouvais. Je l'écoutais quand il doutait, et surtout, je lui faisais confiance. C'est cette confiance-là qui a fissuré le socle de notre vie. Une connaissance. Une proposition. Une signature demandée pour rendre service. Rien de spectaculaire. Juste un papier. Un soir, posé sur la table, avec des mots rassurants. On m'expliquait que ce n'était qu'une formalité, que mon nom devait apparaître pour simplifier les choses. J'ai signé. Sans avocat. Sans méfiance. Avec cette naïveté de ceux qui n'imaginent pas que le piège puisse venir d'aussi loin. Les ennuis ont commencé lentement. Des courriers que je ne comprenais pas. Des appels auxquels je ne savais pas répondre. Puis la convocation. Le vocabulaire juridique, froid, précis. Sans place pour les nuances. On me parlait de responsabilité, de complicité, de préjudice. Je ne reconnaissais rien de ce qu'on me reprochait. Mais je sentais déjà que la machine était lancée. Mathieu répétait que tout allait s'arranger. Il disait qu'il allait gérer. Je voulais le croire. Je voulais surtout le protéger. Alors je me suis tue. Encore. Je pensais que le silence éviterait l'escalade. Je ne savais pas encore que le silence, mal placé, nourrit parfois
Les pires engrenages. Le jour de l'arrestation, il n'était pas là. Cette absence m'a marqué plus que les menottes. J'ai compris trop tard que je portais seul un poids qui avait été partagé. Dans l'ombre. Au procès, on a parlé de faits, de dates, de responsabilités. On a peu parlé de moi. Encore moins de mon fils. J'étais devenue un dossier. Une coupable idéale. Discrète, sans défense organisée, sans réseau. Quand la sentence est tombée, j'ai cherché Mathieu du regard. Il était au fond de la salle. Il ne pleurait pas. Il me regardait comme s'il voulait dire quelque chose, mais que les mots refusaient de sortir. Cette image m'a accompagnée pendant toute ma détention. Je me répétais qu'un jour, nous nous expliquerions. Qu'un jour, la vérité trouverait son chemin. En prison, je m'accrochais à ce passé, à ces souvenirs simples, à cette vie d'avant qui me semble désormais irréelle. Je me disais que si j'avais été une mauvaise mère, mon fils ne serait pas resté si proche si longtemps. Cette conviction me tenait debout. Elle était mon unique défense contre la honte. Je ne savais pas encore que cette vie d'avant contenait déjà les germes de ce qui allait suivre. Que certaines erreurs, même faites par amour, laissent des traces profondes. Et surtout, je ne savais pas que Mathieu, de son côté, menait un combat silencieux dont je n'avais rien vu. Avant la prison, je croyais connaître mon fils. Avant la prison, je croyais que la vérité finirait toujours par s'imposer elle-même. Je ne savais pas encore que parfois, la vérité a besoin qu'on aille la chercher, là où elle a été volontairement enterrée. Les premiers signes de rejet ne sont pas venus des autres, mais de moi-même. En prison, on apprend vite à se méfier de ce qui fait mal, trop précisément. J'ai commencé par me taire davantage, à lisser mes réponses, à réduire mon histoire à des phrases neutres. Une erreur. Un malentendu. Je croyais me protéger. En réalité, je m'effaçais. Puis le rejet a pris corps, doucement, comme une brume qui s'installe. Les lettres ont cessé d'arriver. Au début, je me disais que le courrier était lent, que Mathieu travaillait trop, qu'il ne savait pas quoi dire. Je trouvais des raisons. J'ai toujours su en trouver. Mais les semaines passaient, et l'enveloppe attendue ne venait pas. À la place, il y avait le silence, lourd, opaque. Quand j'appelais, on me disait qu'il n'était pas disponible. Il rappellera. Il rappelait rarement, et quand il le faisait, sa voix était courte, tendue, comme s'il parlait depuis un lieu où je n'avais plus accès. Je sentais une distance nouvelle, presque administrative. Nous échangions des informations, plus des confidences. Il me demandait comment j'allais. Je répondais « ça va », par réflexe. Lui aussi. Les humiliations étaient minuscules, mais répétées. Une lettre revenue, avec la mention « destinataire inconnu ». Un colis refusé. Une demande de parloir annulée sans explication. Chaque incident, pris isolément, semblait banal. Ensemble, ils dessinaient une exclusion progressive. Comme si l'on me préparait à disparaître sans bruit. J'ai commencé à douter de ma légitimité, de ma place. Est-ce qu'une mère incarcérée a encore le droit de réclamer la proximité? Est-ce qu'elle ne devrait pas se contenter d'être discrète? Reconnaissante qu'on ne l'est pas. Totalement effacée. Ces questions me rongeaient la nuit. Le jour, je tenais. Je faisais ce que l'on attendait de moi. Je respectais les règles. J'évitais les conflits. L'obéissance devient une seconde peau, quand on croit qu'elle protège. Les autres détenus parlaient parfois de leur sandaire. Famille. Certaines recevaient des visites régulières. D'autres, plus rares, n'avaient plus personne. Je me situais entre les deux.
Pas abandonnée, mais tenue à distance. Cette zone grise est la plus douloureuse. Elle entretient l'espoir, tout en l'empoisonnant. Un jour, une surveillante m'a dit, presque gentiment, « Vous devriez penser à vous. » J'ai souri. Penser à moi. Je ne savais plus comment on faisait. Mon identité s'était réduite à un numéro, à un dossier, à un statut. Mère, je l'étais encore dans ma tête. Aux yeux des autres, c'était devenu plus flou. J'ai remarqué aussi les regards, lors des audiences de révision. Les avocats parlaient entre eux. Les magistrats feuilletaient des papiers. Personne ne me regardait vraiment. J'étais là, physiquement, mais absente du récit. On parlait sur moi, jamais avec moi. Cette sensation d'invisibilité, je la connaissais déjà. Elle prenait simplement une forme plus officielle. Je continuais pourtant à écrire à Mathieu. Des lettres simples. Sans reproche. Sans plainte. Je lui racontais le quotidien, les livres que je lisais, les pensées qui me traversaient. Je voulais rester présente sans peser. Je croyais encore que la douceur finirait par combler la distance. J'ignorais que la distance était peut-être entretenue, volontairement. Il y a eu une visite enfin, brève. Il était assis en face de moi, plus maigre. Osait plus toucher. Il parlait vite, évitait certains sujets. Quand j'ai voulu évoquer le dossier, il a coupé court. Ce n'est pas le moment. Cette phrase m'a blessé plus que tout le reste, comme si le moment de défendre la vérité ne viendrait jamais. Je suis sorti de ce parloir avec une certitude trouble. Quelque chose se passait en dehors de moi, quelque chose de lourd. Et mon silence, ma patience, mon endurance, n'étaient plus des vertus. Elles devenaient des obstacles. Les petites humiliations ont alors changé de nature. Elles ne venaient plus seulement des procédures. Elles venaient de l'éloignement affectif, de cette manière qu'avait mon fils de me protéger contre moi. Je sentais qu'il portait un poids. Je ne savais pas encore lequel. Mais je comprenais que, sans le vouloir, je l'aidais à le porter en me taisant. Je n'ai pas réagi. Pas encore. J'ai continué à encaisser. Parce que c'est ce que je savais faire. Parce que je croyais que tenir, c'était aimer. Et parce que je n'avais pas encore compris que l'effacement, même motivé par l'amour, finit toujours par coûter plus cher que la vérité. Ces premiers signes de rejet n'étaient pas des accidents. Ils étaient des messages. Je ne les ai pas compris à temps. Mais ils avaient déjà commencé à tracer le chemin de ce qui allait suivre. La goutte d'eau n'est pas tombée dans un fracas. Elle a glissé, presque silencieuse. Un après-midi, où je croyais avoir appris à tout supporter. On m'a appelé au bureau de l'administration pénitentiaire. Rien d'inhabituel, m'a hâté à en dit. Une vérification. Une formalité. Ces mots-là avaient déjà fait tant de dégâts que j'aurais dû me méfier davantage. On m'a tendu un dossier. Mon nom était écrit en haut, suivi d'une mention qui m'a coupé le souffle. Restriction temporaire de correspondance. Temporaire. Encore ce mot. Il a le don de rendre acceptable l'inacceptable. J'ai lu les lignes une à une. Lentement, pour être certaine de ne rien inventer. Certaines de mes lettres n'avaient pas été transmises. D'autres avaient été jugées inopportunes. À la marge, une annotation manuscrite. À la demande d'un proche. Quel proche? Ai-je demandé. La fonctionnaire a haussé les épaules. Elle n'avait pas l'air malveillante. Juste pressée. Ce n'est pas précisé. Mais c'est conforme au protocole. Conforme au protocole.
Je connaissais désormais cette langue. Elle sert à masquer les décisions humaines derrière des mécanismes impersonnels. J'ai insisté, calmement. J'ai demandé une précision écrite. On m'a répondu que cela prendrait du temps. Toujours le temps. Celui qui étire l'attente jusqu'à l'usure. En regagnant ma cellule, j'ai compris que ce qui se jouait dépassait la négligence. Quelqu'un avait filtré mes mots. Quelqu'un avait estimé que ma parole devait être contrôlée, réduite, corrigée. Et ce quelqu'un n'était pas l'institution. L'institution ne fait que ce qu'on lui demande. Quand on sait à comment formuler la demande. La colère est montée, brutale, brûlante. Pas contre l'administration. Contre l'idée que l'on puisse m'empêcher de parler à mon fils. Contre la possibilité qu'il ait participé, même indirectement, à ce filtrage. J'ai chassé cette pensée aussitôt. Elle me faisait trop mal. J'ai préféré croire à un malentendu. Encore, mais le lendemain, une autre pièce est venue s'ajouter, une visite annulée. Cette fois assis, à l'initiative du visiteur. Mon cœur a cogné. J'ai demandé confirmation. Oui, m'a hâté, a-on dit, il a prévenu. Ces précisions, anodines en apparence, a tout changé. Il avait prévenu. Il savait. Il participait, ou du moins il consentait. Je me suis assise sur mon lit. J'ai respiré lentement. Je me suis forcée à regarder la situation sans phare. Des lettres bloquées. Des visites annulées. Des décisions prises sans m'en parler. Ce n'était plus une série d'incidents. C'était une organisation. Une mise à distance orchestrée. Sous couvert de protection. Peut-être, mais une mise à distance quand même. J'ai repensé à nos derniers échanges, à sa façon d'éviter certains sujets. À cette phrase, ce n'est pas le moment. J'avais compris alors qu'il portait un poids. Je comprenais maintenant qu'il avait peut-être aussi reçu des consignes. Ou subi des pressions. Ou cru devoir agir ainsi pour me protéger. Ou se protéger lui-même. Les hypothèses se bousculaient. Une seule chose était sûre. On décidait pour moi. Cette prise de conscience a été violente, mais elle a clarifié quelque chose d'essentiel. Je n'étais plus seulement victime d'une erreur judiciaire. J'étais en train être progressivement écarté de ma propre histoire. Privé d'information. Privé de dialogue. Réduite à une présence tolérée, à condition qu'elle reste silencieuse. J'ai pleuré ce soir-là. Longuement. Pas de rage. Une tristesse dense, presque immobile. J'ai pleuré la confiance que j'avais placée, sans réserve. J'ai pleuré cette idée naïve, que l'amour protège de tout. Et puis au milieu des larmes, une pensée s'est imposée, froide et nette. Si je ne parle pas maintenant, on parlera définitivement à ma place. Le lendemain, j'ai demandé l'accès à mon dossier, officiellement. J'ai formulé ma demande par écrit. J'ai noté les dates, les refus, les mentions vagues. Je n'accusais personne. Je demandais des faits. Cette démarche a marqué un tournant. Pour la première fois depuis longtemps, je ne subissais plus. J'observais. Je consignais. Je reprenais pied. J'ai aussi cessé d'adoucir mes lettres. Je continuais à écrire, même sans certitude qu'elles arriveraient. J'écrivais pour laisser une trace, pour dire ce que je savais, pour dire aussi ce que je ne comprenais pas, sans reproche, sans supplication. Des phrases droites, calmes, irréversibles. La goutte d'eau n'a pas été l'annonce d'une injustice spectaculaire. Elle a été la découverte d'un dispositif discret, ce qui me tenait encore debout.
Et à cet instant précis, quelque chose en moi s'est redressé. Je n'allais plus attendre que l'on m'explique. Je n'allais plus croire au silence arrangé. Je n'étais pas encore prête à me battre. Mais je n'acceptais plus d'être tenue à l'écart. Et cette décision, silencieuse mais ferme, a changé la direction de tout ce qui a suivi. Les nuits suivantes ont été longues, peuplées de pensées qui ne cherchaient plus à être rassurées. Je ne priais pas pour que tout s'arrange. Je priais pour comprendre. Comprendre sans détour, sans ces arrangements intérieurs que je m'étais imposés pendant des mois. Pour survivre, il ne s'agissait plus de tenir, mais de voir clair. Je me suis mise à revisiter chaque détail, avec une attention nouvelle. Les dates, les silences, les coïncidences. J'ai compris que l'on m'avait maintenue dans une version édulcorée de la réalité. Une réalité découpée, filtrée, rendue supportable. Il passait par la culpabilité, par la protection supposée, par cette idée que l'on me répétait sans la dire. Tu ne peux pas tout porter. Je me suis demandé ce que Mathieu savait réellement. Ce qu'on lui avait dit, ce qu'on lui avait caché, et surtout, pourquoi il avait accepté que l'on m'éloigne ainsi. Était-ce par peur? Par pression? Ou parce qu'il croyait sincèrement que c'était la meilleure solution? Cette dernière hypothèse était la plus douloureuse. Elle signifiait que l'amour pouvait devenir un instrument de contrôle. Quand il est manipulé par d'autres. Je me suis interrogée sur ma propre responsabilité. Non pas dans ce qui m'était reproché juridiquement. Je savais désormais que je n'étais pas coupable, mais dans ce qui avait permis que l'on décide à ma place. J'avais trop longtemps confondu protection et effacement. J'avais laissé croire que je pouvais être déplacée, sans conséquence. Cette croyance avait fait son chemin chez ceux qui m'entouraient. J'ai commencé à écrire autrement. Plus pour rassurer. Plus pour préserver. J'écrivais pour fixer les faits. Pour me rappeler ce que je savais. Pour empêcher la confusion de s'installer en moi. J'écrivais des listes, des chronologies, des phrases simples, sans émotion apparente. Cette écriture à l'âme me rendait solide. Elle ne cherchait pas la consolation, mais la cohérence. J'ai aussi observé mon corps. Les tensions, les tremblements, les moments de fatigue extrême. Mon corps savait avant moi que quelque chose devait changer. J'ai appris à l'écouter, à m'arrêter quand il le fallait, à respirer lentement, profondément. Ces gestes simples m'ont aidé à sortir de l'état d'alerte permanent dans lequel je vivais depuis mon arrestation. Une nuit, une pensée s'est imposée, nette, presque brutale. Et si la mort de mon fils n'était pas aussi simple qu'on me l'avait raconté, cette idée m'a effrayée. Je ne voulais pas l'accueillir. Elle ouvrait une porte trop sombre, mais elle refusait de partir. Trop d'éléments ne concordaient pas, trop de silence, trop de décisions prises sans moi. Je n'ai accusé personne, pas encore. Je me suis contentée de noter, de conserver, de mémoriser. Je savais que toute réaction précipitée me desservirait. Ce que je préparais ne devait pas être une explosion, mais une reconstruction méthodique. La vérité, si elle devait émerger, aurait besoin de temps et de précision. J'ai cessé d'attendre des explications extérieures. J'ai compris que l'on ne m'expliquerait rien tant que je ne serais pas en position de poser les bonnes questions, au bon endroit. Cette compréhension m'a paradoxalement apaisée. Elle me rendait actif,
même dans l'immobilité. Je me suis souvenu d'une phrase que mon père disait souvent. Quand on t'empêche de parler, écris. Quand on t'empêche d'écrire, observe. J'observais. Je reliais. Je construisais une carte mentale de ce qui m'avait été retiré. Chaque détail retrouvait sa place. Lentement, mais sûrement. Cette introspection n'a pas effacé la douleur. Elle l'a contenue. Elle lui a donné une forme qui ne m'écrasait plus. Je pouvais penser à mon fils sans m'effondrer immédiatement. Je pouvais envisager l'idée que il est tenté de me protéger, à sa manière. Même si cette protection m'avait blessée. Je n'étais pas encore prête à affronter qui que ce soit. Mais je n'étais plus perdue. J'avais cessé d'attendre qu'on me rende justice. Je préparais, en silence, la manière de la réclamer sans bruit, sans colère inutile. À cet instant précis, je l'ai su. Ce qui allait suivre ne serait pas un combat contre les autres, mais un chemin vers la vérité, coûte que coûte. Et ce chemin, je le tracerai sans me trahir, sans me taire à nouveau, pour préserver une paix qui n'existait déjà plus. La préparation n'a pas commencé par des démarches spectaculaires. Elle a commencé par un changement de posture. Je ne me considérais plus comme quelqu'un qui attend une explication, mais comme quelqu'un qui rassemble des éléments. Cette nuance a tout modifié. Attendre suppose la dépendance. Rassembler suppose la direction. J'ai demandé officiellement l'accès complet à mon dossier pénitentiaire et aux échanges liés à ma correspondance. La réponse a été lente, fragmentaire, mais elle est venue. Des photocopies, des pages mal classées, des annotations qui semblaient anodines à ceux qui les avaient rédigées, mais qui, mises bout à bout, dessinaient une logique. Des dates coïncidaient. Des signatures revenaient. Des décisions étaient prises le même jour, par les mêmes personnes, sous des intitulés différents. Rien d'illégal, en apparence. Tout était habilement dispersé. J'ai aussi demandé la liste précise des personnes autorisées à intervenir sur mes droits de visite et de courrier. Là encore, on m'a opposé des formules vagues, dans l'intérêt de la détenue, pour préserver l'équilibre familial. Ces phrases m'ont frappé par leur prétention, à savoir mieux que moi, ce qui me protégeait. J'ai noté chaque terme. Les mots, lorsqu'ils sont employés pour restreindre, sont toujours révélateurs. J'ai commencé à écrire des lettres que je n'envoyais pas. Des lettres de clarification. Des lettres de questions. Elles me servaient d'entraînement. Je testais mes formulations. Je supprimais toute accusation. Je gardais les faits. Qui a demandé quoi? À quelle date? Sur quel fondement? Cette écriture précise me rendait plus sûre. Elle m'éloignait de la confusion émotionnelle, sans me couper de mon chagrin. En parallèle, j'ai cherché de l'aide discrètement, pas pour plaider. Pour comprendre. Une association de soutien aux détenus m'a orienté vers une personne compétente, patiente, qui m'a écouté sans interrompre. Elle n'a pas donné d'avis hâtif, elle m'a simplement posé des questions, celles que je n'osais pas encore formuler. À la fin, elle a dit « Vous avez le droit de demander des comptes, et vous avez surtout le droit de tout revoir. » Cette phrase m'a tenue droite pendant des semaines. Je me suis aussi penchée sur les circonstances de la mort de Mathieu. Officiellement, un accident, mais le dossier que l'on m'avait présenté était étonnamment mince, peu de détails. Peu de témoins, des conclusions rapides. J'ai demandé des précisions. On m'a renvoyé à plus tard. Quand vous serez sorti. Cette promesse m'a semblé commode.
Elle repoussait la vérité hors de portée. Comme tant d'autres choses. J'ai appris à gérer mon énergie, à ne pas tout faire en même temps, à compartimenter. Le matin pour les démarches, l'après-midi pour l'écriture, le soir pour le souvenir. Je ne voulais pas que la quête de vérité efface le deuil. Je voulais qu'elle coexiste sans se détruire. C'était un équilibre délicat, mais nécessaire. J'ai aussi pris soin de ne pas alerter inutilement. La discrétion était devenue une stratégie. Je savais désormais que certaines informations circulaient sans me parvenir. Je voulais éviter que mes intentions soient interprétées comme une agitation ou une remise en cause dangereuse. Je ne contestais rien ouvertement. Je demandais. Je consignais. Je préparais. Il y a eu des moments de doute. Des instants où je me demandais si je n'allais pas trop loin. Si je n'inventais pas des liens pour survivre à la perte. Dans ces moments, Allah. Je revenais aux faits, aux dates, aux incohérences. Elles étaient là, solides, indépendantes de mes émotions. Elles me ramenaient à une certitude calme. Quelque chose n'avait pas été dit. Je me suis promis une chose. Ne jamais utiliser la douleur comme argument. La douleur est réelle, mais elle brouille parfois l'écoute. Je voulais être entendu pour la justesse de mes questions, pas pour l'intensité de mon chagrin. Cette promesse m'a tenu éloigné des débordements inutiles. Quand j'ai senti que j'avais suffisamment de matière, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti une sobriété nouvelle. Comme si tout était à sa place, même l'incertitude. J'étais prête pour l'étape suivante, sans savoir encore quelle forme elle prendrait. Je savais seulement que je n'étais plus isolée intérieurement. Que je n'étais plus dans l'attente passive. La préparation n'avait pas fait disparaître la douleur de l'absence de mon fils. Rien ne le pouvait. Mais elle avait transformé cette douleur en vigilance, en exigence de vérité, en fidélité à ce qu'il avait peut-être tenté de protéger, à sa manière. Je n'étais pas encore au moment de la confrontation, mais j'avais cessé d'être vulnérable. J'avais bâti, pierre après pierre, un espace intérieur où la vérité pouvait entrer sans me briser. Et dans ce silence organisé, j'avançais, déterminé, vers ce qui devait enfin être dit. La confrontation n'a pas eu lieu dans une salle solennelle, ni devant des figures d'autorité réunies. Elle a commencé par un rendez-vous banal, presque anodin, obtenu après plusieurs demandes, resté sans réponse claire. On m'a reçu dans un bureau étroit, aux murs couverts de classeurs, où l'on avait l'habitude de parler vite et de conclure sans s'attarder. J'ai compris aussitôt que l'on comptait sur ma fatigue pour abréger. J'ai posé mon dossier sur la table. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer, juste assez longtemps pour que l'on me regarde vraiment. Puis j'ai parlé, sans détour, sans colère. J'ai énoncé des faits, des dates, des décisions prises en mon absence, des restrictions appliquées à la demande d'Ador. Un proche, j'ai demandé, calmement, qui avait formulé cette demande et sur quel fondement précis. La question était simple. Elle a provoqué un léger flottement. On a répondu par des généralités. Protection contextée émotionnelle, intérêt supérieur. J'ai laissé finir, puis j'ai ouvert le dossier. J'ai montré les incohérences, les délais anormaux, les mentions contradictoires. J'ai demandé pourquoi certaines lettres avaient été bloquées, alors qu'aucune justification écrite ne l'autorisait. Pourquoi des visites avaient été annulées sans notification préalable. À chaque question, je laissais un espace. Pas pour embarrasser, mais pour obliger à répondre. C'est à ce moment,
À là que le piège s'est refermé. Non par ruse mais par précision. Les réponses ont commencé à se contredire. Les responsabilités à se déplacer. On a évoqué un appel téléphonique, puis un courrier, puis un accord verbal. Aucun document ne venait confirmer ces versions successives. Le silence n'était plus protecteur. Il devenait compromettant. J'ai alors prononcé le nom de mon fils. Pas avec emphase. Juste comme un fait. J'ai demandé ce qui lui avait été dit, exactement. Qui l'avait informé des restrictions? Qui lui avait présenté ces mesures comme nécessaires? J'ai senti la pièce se tendre. Ce n'était plus une question administrative. C'était une question de responsabilité morale. Et cette responsabilité, personne ne voulait l'assumer ouvertement. On m'a proposé un ajournement. Il faut vérifier. Nous reviendrons vers vous. J'ai acquiescé. J'avais obtenu ce que je voulais. La reconnaissance implicite d'un problème. La promesse de vérification. Et surtout, la certitude que mes questions ne pourraient plus être ignorées. J'ai quitté le bureau sans triompher, sans m'excuser. J'avais déplacé le centre de gravité. Dans les jours qui ont suivi, les appels ont commencé. Des demandes de précision. Des tentatives d'explication. On cherchait à comprendre ce que je savais exactement. Je répondais avec parcimonie. Je ne livrais pas tout. Je rappelais simplement que je demandais une relecture complète, transparente, et la restitution intégrale des éléments me concernant. Rien de plus. Rien de moins. Puis, est venue la confrontation la plus difficile. Celle que je n'avais pas anticipée. Une rencontre avec une personne qui connaissait mon fils. Une personne qui avait voulu bien faire. Elle m'a parlé de peur. De pression. De conseils donnés pour éviter le pire. Elle a reconnu, à demi-mot, que l'on avait insisté pour limiter nos échanges. Peu rare, de la charge émotionnelle. En réalité, on l'avait isolé de moi, autant qu'on m'avait isolé de lui. J'ai écouté sans interrompre. La colère est montée, mais je l'ai tenue. J'ai demandé une chose, une seule. Qui a pris cette décision? Le regard a fui. Un nom a été prononcé, puis un autre. Aucun ne venait avec une signature claire, mais l'architecture apparaissait. Des initiatives bien intentionnées, des recommandations informelles, des habitudes prises sans jamais être formalisées. Le flou avait servi de couverture. Je n'ai pas accusé, j'ai constaté. J'ai dit que ce flou avait eu des conséquences irréversibles. Que priver un fils de la parole de sa mère, sous prétexte de protection, n'était pas neutre. Que ces décisions allaient peser sur des choix, des silences, des malentendus. J'ai dit aussi que je ne cherchais pas une culpabilité à distribuer, mais une vérité à établir. La réaction n'a pas été immédiate. Elle ne l'est jamais, quand les certitudes vacillent. Mais quelque chose avait changé. On ne me parlait plus comme à une détenue aménagée, ni comme à une mère fragile. On m'y parlait comme à quelqu'un qui exige des comptes avec méthode. Cette reconnaissance alla. Je l'ai sentie. En rentrant, j'ai ouvert mon carnet. J'ai noté chaque échange, chaque aveu partiel, chaque hésitation. Je savais que l'étape suivante serait décisive, que ce que j'avais mis au jour ne pourrait plus être recouvert par des mots apaisants. La confrontation avait eu lieu, non pas dans le bruit, mais dans la lumière. Je n'avais pas encore toutes les réponses. Mais j'avais désormais des noms, des mécanismes, des responsabilités diffuses. Et surtout, j'avais cessé d'être tenu à l'écart. Le piège s'était refermé,
parce que je n'avais pas cédé à l'émotion, ni à la précipitation. J'avais tenu la ligne. Ce soir-là, en refermant mon carnet, j'ai pensé à mon fils. J'ai compris que, quoi qu'il ait cru faire pour me protéger, il avait été pris dans un réseau de décisions qui le dépassait. Et que ma tâche, désormais, était de remettre de l'ordre sans trahir sa mémoire. La confrontation n'avait pas tout réglé, mais elle avait rendu impossible le retour en arrière. L'éclatement n'a pas pris la forme d'une révélation unique, mais d'une succession de fissures qui, une fois apparues, ne pouvaient plus être colmatées. Les jours suivants, les versions ont commencé à diverger. Ce qui avait été présenté comme une initiative isolée devenait une chaîne de décisions, imbriquée. Chacun expliquait sa part, minimisait son rôle, soulignait la bonne intention. Les bonnes intentions, je l'ai appris alors, sont parfois le manteau le plus commode pour dissimuler l'irresponsabilité. Les personnes qui, jusqu'à là, parlaient d'une seule voix, se sont mises à nuancer. Je ne savais pas répondait à un. On m'a dit que les dates ne coïncidaient plus, les souvenirs se contredisaient. Les documents, eux, restaient immobiles, implacables. J'observais sans intervenir. Je savais que la vérité n'a pas besoin d'être poussée. Quand femme en son dessart, elle trouve des surfaces où se réfléchir. Autour de moi, les relations se recomposaient, certains prenaient leur distance, craignant d'être associés à des décisions désormais discutées. D'autres tentaient de se rapprocher, cherchant une forme d'absolution anticipée. J'ai refusé ces deux mouvements. Je ne voulais ni des fuites, ni des confessions tardives. Je voulais une relecture complète, à froid, sans affect. C'était la seule manière de rendre justice à ce qui avait été abîmé. Il y a eu des silences lourds au téléphone, des phrases interrompaient, des rendez à vous reporter. Les rouages administratifs, si prompts quand il s'agit de restreindre, devenaient soudain prudents. On vérifiait, on consultait, on demandait des avis. Cette lenteur nouvelle me disait une chose simple. Ce qui avait été fait à la hâte ne tenait plus face à l'examen. Dans le cercle familial élargi, les conséquences ont été immédiates. Les récits se sont heurtés. Certains ont découvert des éléments qu'ils ignoraient. D'autres ont compris qu'ils avaient relayé des informations incomplètes. Les conversations se sont chargées d'un malaise palpable. On ne parlait plus pour se rassurer, mais pour comprendre ce qui avait échappé à tous. Cette compréhension tardive a un goût amer. Elle arrive quand le mal est déjà fait. J'ai senti aussi le poids de la culpabilité se déplacer. Ceux qui avaient soutenu les décisions par confort se trouvaient désormais face à leur silence. Les regards évitaient le mien. Je n'en tirais aucune satisfaction. La culpabilité des autres n'était pas mon objectif. Elle était une conséquence. Ce qui m'importait, c'était que l'on cesse de maquiller l'histoire. Un après-midi, j'ai reçu un message bref, sans formule inutile. On me proposait une restitution partielle des échanges. Allez Bissot, une clarification écrite. Partielle. Le mot m'a fait sourire. Tristement. J'ai répondu par une phrase unique. Je demande l'intégralité. Rien d'autre. La clarté, encore, elle avait cessé d'être une posture. Elle était devenue une exigence. L'éclatement a aussi touché les certitudes intimes. Je devais accepter que mon fils était pris dans ce maillage, sans lait.
avoir choisi, qu'il ait cru agir pour me protéger. Ou pour se protéger dans un cadre biaisé. Cette idée me faisait mal. Mais elle m'empêchait de transformer la douleur en accusation aveugle. Sa mémoire méritait mieux que des raccourcis. Je me suis tenu à distance. Volontairement. Je savais que ma présence constante aurait servi de paravent aux responsabilités diffuses. En me retirant, je laissais la situation se dévoiler par elle-même. Ouais, c'est l'absence qui révèle le plus clairement ce qui a été construit sur l'effacement. Les jours passaient, et avec eux, l'évidence que rien ne reviendrait à l'état antérieur. Les liens, une fois fragilisés par la vérité, ne se recollent pas avec des mots prudents. Ils exigent des actes, et ces actes demandaient du temps, des signatures, des reconnaissances. J'acceptais ce temps. Il n'était plus mon ennemi. Il travaillait pour la vérité. Je n'éprouvais ni joie ni triomphe. J'éprouvais une gravité tranquille. L'éclatement familial n'était pas une victoire. C'était une conséquence logique d'un système qui avait préféré l'opacité au dialogue. Je me sentais étrangère à cette agitation, comme si j'avais déjà franchi un seuil intérieur. Ce détachement n'était pas une fuite, c'était une protection. Le soir, je consignais les faits, les appels, les contradictions, les avancées. Je notais aussi mes émotions, sans les laisser diriger mes décisions. La douleur était là, intacte, mais elle ne gouvernait plus. J'avais appris à la tenir à côté de moi, pas devant. Quand je repense à cette période, je la vois comme un passage étroit. Tout se défaisait derrière moi, mais quelque chose se recomposait devant. L'éclatement avait mis fin à une fiction rassurante. Il ouvrait la voie à une vérité exigeante. Et cette vérité, même tardive, même coûteuse, était la seule forme de fidélité que je pouvais offrir à mon fils. Et à moi, à même. Je savais que l'étape suivante serait un départ. Pas une fuite. Un départ vers une vie qui ne se construirait plus. Sur des silences imposés, mais sur des choix assumés. La nouvelle vie n'a pas commencé le jour où j'ai reçu les premières confirmations écrites. Elle a commencé plus discrètement. Au moment où j'ai cessé d'attendre qu'on m'autorise à respirer. J'ai quitté les lieux chargés d'écho et de couloirs administratifs. Pour un endroit sans histoire. Précisément, pour pouvoir en écrire une autre. Je me suis installée dans un appartement simple, lumineux, au bord d'une rue calme. Rien de spectaculaire. Un espace suffisant pour marcher pieds nus, sans heurter les souvenirs. La première nuit, j'ai dormi longtemps, d'un sommeil sans rêve. Ce repos-là ne venait pas de l'oubli, mais de l'absence d'alerte. Mon corps comprenait avant moi que je n'étais plus en défense. J'ai réappris les gestes ordinaires. Faire du café sans regarder l'horloge. Ouvrir la fenêtre et laisser entrer l'air, même s'il était froid. M'asseoir à une table sans dossier à préparer. Ces gestes n'étaient pas anodins. Ils replaçaient le présent à sa juste taille. Je n'avais plus à mériter chaque minute. Elle m'était donnée. Les gens que j'ai rencontrés ne savaient rien de mon histoire. Et c'était un soulagement. Je pouvais être une femme parmi d'autres. Pas une mère endeuillée. Pas une ancienne détenue. Pas un cas à traiter avec précaution. La boulangère me saluait sans poser de questions. Le voisin du dessus me rendait un livre oublié. Ces échanges simples avaient une douceur réparatrice. Ils n'exigeaient rien de moi, sinon d'être là. Je pensais à mon fils souvent, mais autrement. Les souvenirs revenaient, sans me submerger.
Sa façon de froncer les sourcils quand il réfléchissait. Son rire un peu trop sonore. Je ne cherchais plus à comprendre chaque silence du passé. Je laissais les images venir, puis repartir. Le deuil prenait une forme plus respirable. Il ne disparaissait pas, mais il cessait d'occuper tout l'espace. Je me suis remise à écrire sans objectif. Pas pour prouver. Pas pour convaincre. Écrire pour déposer. Pour laisser les phrases se former sans les diriger. Certaines pages parlaient de lui. D'autres parlaient de moi. D'avant. D'autres encore ne parlaient de rien de précis, et c'était très bien d'ainsi. Cette écriture-là ne cherchait pas la vérité absolue. Elle cherchait l'apaisement. Il m'est arrivé de réfléchir au pardon. Non comme une injonction morale, mais comme une possibilité lointaine. Pardonner quoi, exactement? Les décisions mal informées, les silences conseillés. Les protections mal placées. Je n'avais pas de réponse définitive. J'ai compris que le pardon n'est pas un acte unique, mais une disposition qui se construit. Quand la colère cesse d'être nécessaire, je n'en étais pas encore là, et je n'avais plus besoin de m'y forcer. J'ai pris soin de mon corps, marché chaque jour, respirer lentement, manger à heure régulière. Ces attentions simples m'ancrèrent dans une continuité que la prison avait brisée. Mon corps redevenait un allié, pas un témoin de l'épreuve. Je lui faisais confiance à nouveau. Un après-midi, en rangeant, j'ai retrouvé un carnet ancien. À l'intérieur, quelques phrases écrites de la main de mon fils, bien avant mon arrestation. Rien d'important. En apparence, des notes, des idées, des rappels. Mais sa graphie m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Je me suis assise, et j'ai lu lentement. Je n'y ai pas cherché des réponses. J'y ai trouvé une présence. Et cette présence m'a suffi. Je n'avais plus besoin de courir après la vérité à chaque instant. Elle suivait son cours, à son rythme. Les procédures continuaient sans moi. Les clarifications avançaient. Je n'étais plus au centre. Et pour la première fois, cela ne me diminuait pas. Cela me protégeait. La nouvelle vie n'était pas une revanche. Elle était une stabilisation. Une manière de me tenir droite sans rigidité. Je savais désormais ce que je pouvais accepter et ce que je ne négocierais plus. Cette connaissance ne faisait pas de bruit. Elle s'exprimait dans des choix simples. Dire non, quand il le fallait. Dire oui sans crainte, quand c'était juste. Le soir, je regardais la lumière changer sur les murs. Je pensais à la route parcourue, non pour m'y attarder, mais pour mesurer la distance. Cette distance-là était la preuve que j'avais avancé. Pas en effaçant cette distance, mais en réorganisant ma vie autour d'une vérité essentielle. Je n'avais plus à me taire pour être aimé, ni à souffrir pour être légitime. Je savais que l'ultime étape serait de regarder tout cela en face, sans trembler. De donner un sens à ce chemin, non comme une leçon, mais comme un témoignage. Cette perspective ne m'effrayait plus. Elle m'attendait, calmement. La nouvelle vie n'était pas parfaite, elle était juste. Je me tiens maintenant au bord de cette histoire, non pas pour la refermer comme on ferme un livre trop lourd, mais pour en reconnaître la trajectoire. Elle ne m'a pas menée là, où je l'imaginais, mais elle m'a conduite là où je pouvais enfin me tenir droite. Ce n'est pas la même chose, et c'est sans doute la plus grande leçon que j'en tire. Quand je repense au jour de ma sortie de prison, à l'annonce de la mort de mon fils, je mesure le chemin parcouru. À ce moment-là, j'étais libre sur le papier et enfermé à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis libre autrement.
Je n'ai pas récupéré ce que j'ai perdu. Personne ne récupère un enfant. Mais j'ai retrouvé quelque chose de fondamental. La capacité de regarder la vérité sans m'effondrer, et sans me mentir. J'ai longtemps cru que la justice devait être bruyante, visible, immédiate. Qu'elle devait réparer, compenser, équilibrer. J'ai appris qu'elle est parfois plus discrète, qu'elle passe par la relecture patiente des faits, par le refus de l'oubli arrangé, par l'exigence tranquille de cohérence. Cette justice-là ne fait pas de scène. Elle s'installe. Je ne cherche plus à savoir qui a eu tort en dernier, ni à distribuer les responsabilités comme des verdicts tardifs. J'ai compris que certaines décisions sont prises dans la moi, peur, d'autres dans le confort, d'autres encore dans l'illusion de protéger. Les conséquences, elles, ne distinguent pas les intentions. Elles tombent. Et il faut ensuite vivre avec. Mon fils n'est plus là pour m'expliquer ce qu'il a cru juste de faire. Je ne saurai jamais exactement ce qu'on lui a dit, ni ce qu'il a porté seul. Cette ignorance restera, j'ai cessé de la combattre. Je l'ai intégrée. Elle fait partie du prix. Mais je sais une chose avec certitude. Il n'a pas voulu me nuire. Et cette certitude, même fragile, me permet d'avancer sans le trahir. J'ai appris à ne plus m'excuser d'exister, à ne plus justifier mes silences, ni mes paroles, à ne plus demander la permission de comprendre. Cette transformation ne s'est pas faite dans la colère. Elle s'est faite dans la fatigue, puis dans la clarté. Quand on a trop longtemps porté des versions tronquées de sa propre histoire, on finit par exiger l'entièreté, même si elle fait mal. Si je devais adresser un message à celles et ceux qui vivent dans l'ombre des décisions des autres, je dirais ceci. Écoutez les signaux faibles. Les courriers qui n'arrivent pas. Les visites qui s'annulent sans raison. Les phrases qui vous excluent pour votre bien. Rien de tout cela n'est neutre. Et plus on attend, plus il devient difficile de remettre les choses à leur place. Je ne dis pas qu'il faut toujours parler. Je dis qu'il faut savoir quand se taire cesse d'être une protection. Le silence peut être un refuge temporaire, mais il devient une prison quand il est imposé. J'ai appris à distinguer les deux. Cette distinction m'a sauvé plus sûrement que n'importe quelle réhabilitation officielle. Aujourd'hui, je vis avec moins d'illusions, mais avec plus de stabilité. Je n'attends plus que on reconnaisse mes douleurs pour qu'elles existent. Je n'attends plus que l'on valide mon histoire pour qu'elle soit vraie. Je sais ce que j'ai traversé. Je sais ce que j'ai perdu. Et je sais ce que j'ai reconstruit. Morceau par morceau, sans bruit. Il y a encore des jours où l'absence de mon fils est un poids lourd, presque physique. Ces jours-là, je ne lutte pas. Je m'assieds avec cette absence. Je la laisse être là. Elle ne me détruit plus. Elle me rappelle simplement l'essentiel. Aimer, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre, sans pour autant renoncer à la vérité. Je n'ai pas gagné contre quelqu'un. Je n'ai pas triomphé d'un système. J'ai tenu. J'ai observé. J'ai réorganisé ma vie où n'apparaîtra dans aucun dossier. Elle n'a pas besoin d'y figurer. Quand je regarde en arrière, je ne vois plus seulement une injustice. Je vois un chemin de lucidité. Douloureux, mais nécessaire. Un chemin qui m'a appris que la dignité ne se crie pas toujours, qu'elle se maintient. Qu'elle se protège parfois, en retrait, parfois dans l'attente, parfois dans l'exigence silencieuse. Et s'il me fallait résumer tout cela, en une seule phrase, je dirais celle-ci, désormais ancrée en moi, comme une vérité intime et irrévocable.
Le silence peut aussi être une forme de justice.